En manchette cette semaine, Anne Quash veut que le gouvernement alloue des fonds pour démanteler le Catherine Spirit. Plaisir et découverte lors de la descente de la rivière Baudette avec le Coba Vert. Et le maire de Pointe-des-Cascades rend hommage à ses bénévoles. Bienvenue à votre hebdo régional. Eh bien, encore beaucoup de pression auprès du gouvernement libéral concernant l'épave dans le lac Saint-Louis à Beauharnois. Effectivement, la députée du NPD, Anne-Mine Touquache de Salaberry-sur-Ouai, a questionné la semaine passée le ministre des Pêches et Océans, Hunter Toutou, sur l'absence d'argent dans le budget pour démanteler le Catherine Spirit. Le gouvernement libéral a annoncé 6 millions de dollars pour une épave dans la province de Terre-Neuve et Labrador, mais pas un sou pour l'épave qui gît depuis plus de 5 ans dans le lac Saint-Louis. Le groupe de travail réuni en début de semaine a parlé d'un démantèlement qui pourrait coûter entre 10 et 15 millions de dollars. Rappelons que le Catherine Spirit baigne dans un réservoir d'eau potable qui alimente la grande région de Montréal. Le Conseil de bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges a tenu la 2e édition de son événement annuel, la descente en canoë-kayak de la rivière Baudette, le 16 avril dernier. Sous un soleil radieux, plus de 80 personnes ont pagayé pendant 20 km la rivière Baudette. L'équipe de C'est sur la télé en a profité pour terminer le tournage de sa nouvelle émission, Une rivière m'a parlé, un projet de médiation culturelle avec des citoyens. J'ai l'impression d'être isolé, d'être ailleurs. On n'a pas besoin d'aller très, très loin pour trouver de la nature puis avoir du plaisir. On est ailleurs. Dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole du Québec, le maire de Pointe-des-Cascades, Gilles Santerre, a voulu rendre hommage aux bénévoles de sa municipalité lors d'un cocktail hommage le 14 avril dernier. Il a souligné l'importance de l'implication des bénévoles afin de faire rayonner Pointe-des-Cascades. L'événement aujourd'hui, on remercie tous nos bénévoles qui sont impliqués tout au long de l'année à la municipalité. Autant aux fêtes du village, aux fêtes de l'Halloween, aux fêtes de Noël, activités, bibliothèque. On a aussi à tous les vendredis soirs Ambulance Saint-Jean qui s'implique, qui appelle ça la vie aux jeunes enfants, initiation à la vie citoyenne pour faire de meilleurs citoyens. C'est grâce à vous tous que la municipalité de Pointe-des-Cascades offre dans un cadre de vie de qualité à tous ses citoyens. Ça bouge beaucoup, il y a un souffle à Pointe-des-Cascades. Justement, cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole, puis vous l'avez souligné avec un événement hommage. L'importance de la place des bénévoles dans les activités à Pointe-des-Cascades, elle est importante? Elle est cruciale. Comme j'ai dit, c'est plus de 100 bénévoles, c'est plus de 5 organismes communautaires, c'est plus de 2000 heures de bénévolat qui a été donné. Je tiens à rappeler qu'on est 1600 habitants. Il y a plusieurs villes 100 personnes qui s'impliquent sur 1600. Il y a beaucoup de villes qui sont jalouses actuellement de mon pourcentage d'implication. Je vous remercie beaucoup, puis merci beaucoup de souligner comme ça la part des bénévoles. Ah, sans eux, on ne fera pas grand-chose. Merci. Peter Schiffke, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, encourage les Canadiens qui souhaitent exprimer leur point de vue sur le partenariat transpacifique à participer aux consultations pan-canadiennes lancées par le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes. Peter Schiffke insiste sur le fait que cet enjeu est important et que les Canadiens méritent de se faire entendre. Le comité invite les particuliers et les organismes à lui transmettre un mémoire résumant leur opinion et invite également les Canadiens à demander à comparaître comme témoins à titre individuel ou en tant que représentant d'un organisme. L'organisme Enjeu Environnement Jeunesse dévoilait le 12 février dernier la nouvelle cohorte de milieux de garde à se voir octroyer la certification CPE durable niveau démarrage. Suite à l'invitation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 3 milieux de garde de la région se retrouvaient parmi la douzaine d'organisations présentes, soit le CPE Les Tourterelles de Rigaud, la garderie Le Royaume des enfants de Saint-Lazare et le coin des Petits Amis régional des enfants de Vaudreuil-Dorion. Le projet CPE durable a pour but de soutenir et de reconnaître le passage progressif des milieux de garde
vers des pratiques de gestion durable. Forte du succès de cette expérience, une nouvelle cohorte débutera à l'automne 2016. Dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre, la Ville de Pincourt, en collaboration avec l'Office municipal d'habitation et le Comité des jardins communautaires, a tenu le 14 avril dernier une conférence intitulée « Le jardinage facilité, moins d'efforts et plus de rendement dans la culture du potager ». Animée par René Primeau, titulaire d'un diplôme en agriculture et en sciences environnementales à l'Université McGill, celle-ci a présenté des techniques utilisées pour l'entretien d'un jardin, des trucs pour diminuer la prolifération de mauvaises herbes, des techniques de désherbage et des bonnes postures à utiliser avec les outils de jardinage. Le 20 avril dernier, l'organisme culturel Ventard a présenté au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac, dans le cadre de ses ciné-conférences, le documentaire « À la poursuite de la paix » du réalisateur Gary Bettel. Le film raconte l'histoire méconnue des Canadiens qui travaillent sur les lignes de front internationales de médiation pour la paix. Il s'en est suivi une période de discussion fort intéressante avec le réalisateur. Le 23 avril dernier, à la Bibliothèque de Pincourt, dans le cadre de la Journée mondiale du livre, Nanne Cousier, auteure et psychologue française, ayant publié plus d'une vingtaine d'œuvres littéraires, a animé la rencontre échange intitulée « Le droit d'auteur, un héritage né de l'apparition du livre ». Lors de cette rencontre, l'auteur a tenté de clarifier les tenants et aboutissants du droit d'auteur, tel que présenté aux écrivains à la signature d'un contrat légal d'édition. Les participants ont pu échanger entre eux au sujet de l'institution littéraire, la chaîne du livre, la petite histoire du droit d'auteur, etc. Le 17 avril dernier se tenait à l'Aréna de Dollard-des-Ormeaux la finale de la Coupe Dodge pour le hockey féminin. Les meilleures équipes du Québec ont donné tout ce qu'elles avaient pour se mériter la prestigieuse coupe. Pour une deuxième année consécutive, les Phoenix de Trois-Lacs de niveau junior B se sont rendus à la grande finale. Elles ont malheureusement dû s'incliner 1-2 dans un match époustouflant du début à la fin face aux Canadiennes de Montréal. C'est la tête haute que l'équipe s'est méritée la médaille d'argent. Le 26 mars dernier, le corps de cadet 182 Salaberry de la Ligue navale, dont fait partie Vaudreuil-Soulanges, a célébré ses 20 ans d'existence. Lors de cette soirée, le commandant fondateur Pierre Lefebvre a reçu une pagaie tressée par une ancienne cadette commémorant les 20 ans d'existence du corps de cadets. Les cadets de la Ligue navale est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l'éducation et à la formation des jeunes en leur inculquant, par diverses activités, des valeurs de discipline, de respect des autres, d'initiative et de civisme. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles. Restez avec nous parce que tout de suite après la pause, je reçois les représentants de la Maison des jeunes de Rigaud. À tout de suite. Depuis le temps qu'ils se rassemblent ici, de génération en génération, on a appris à parler le canard, à jargonner le bernache, aidés par les Amérindiens, les Mohawks, qui, avec le père Billard, sont arrivés ici vers les années 1750. Tous ces volailles nous ont raconté pourquoi c'est si important de se rassembler ici au marais de Dundee. C'est que la migration approche. Ça commence toujours un matin de fin d'hiver ou de fin d'été, selon que les oiseaux migrent vers le nord pour se reproduire ou descendent vers le sud pour se réchauffer. À un moment donné, une bernache, une outarde comme on dit ici, lance le cri d'appel. Mais cet automne-là, mon ami vieux doc resta silencieux. Traverser la frontière,
passer les Adirondacks, la baie de Chesapeake et atterrir en Caroline du Nord. Ouf, ça lui paraissait infaisable. Pour la première fois, il me confia qu'il n'allait pas se présenter aux élections des voleurs de tête. Oui, monsieur, dame, c'est le secret le mieux gardé du canton. C'est ici que les canards et les bernaches se rassemblent pour élire leurs voleurs de tête. Au petit jour, les grandes élections ont lieu. Chez les 5 à 6 000 canards, bronchus, colverts, les fuligules, les chippeaux, les sarcelles, les souchets, on décida comme chaque année de partir par petits clans, plus prudents. Chez les outardes, c'est Blanc-Bec qui fut élu premier voleur de tête, en compagnie de ses frères et cousins comme équipe de relais. Un grand mariage d'oiseaux prit son envol pour fêter l'heureux élu. Gonflé à bloc, Blanc-Bec alla se gaver de maïs dans les champs voisins. Puis, telle une pointe de flèche, il se mit à filer franc sud. Tout allait bien jusqu'au moment où Blanc-Bec décida de changer d'altitude. Malgré les hauts cris de vieux Doc, en queue de peloton, ils descendirent émerveillés en rase campagne. Pow! 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 Ce fut le carnage. Blanc-Bec fut le premier atteint par un chasseur qui le mangera en tourtière. Vieux Doc rassembla ses forces et cria si fort que tous le regardèrent monter. Avec empressement, son exemple fut suivi. Les survivants reformèrent le fameux brise-vent du Grand V. Cette année-là, de la Virginie à la Floride, les juvéniles entendirent raconter l'exploit de Vieux Doc. Et, bien sûr, on n'oubliait pas de les instruire des mécanismes sophistiqués qui les font suivre la route migratoire et revenir au même endroit année après année. Aujourd'hui, je reçois la directrice générale de la Maison des jeunes de Rigaud, Annie Tranche-Montagne, et son agent de liaison communautaire, Patrick Baudouin. Merci d'être là. Merci. Bonjour. Bienvenue. Merci. Annie, d'abord, les Maisons des jeunes, ça existe depuis combien d'années, ça? C'est assez long, hein? Ça fait longtemps. Oui, hein? étonnamment, ça fait 40 ans que les maisons de jeunes existent, depuis 1976. Depuis 1976. Exactement. Et ça, c'est à travers le Québec. À travers le Québec, oui. En fait, le concept a débuté dans la région de Québec. Il y a 6 maisons de jeunes qui ont été financées dès 1976. Oui. Et le mandat, rapidement, d'une maison de jeunes, c'est quoi le mandat? C'est d'attirer des jeunes? En fait, des activités? En fait, je dirais que les maisons de jeunes, en fait, le credo des maisons de jeunes, du regroupement des maisons de jeunes du Québec, ça serait de développer des activités, des programmes pour que les jeunes deviennent actifs, critiques et responsables. Ça, c'est le mandat large. Mais plus concrètement, en fait, c'est développer une programmation qui répond d'abord aux besoins des jeunes parce qu'on travaille pour, par et avec les jeunes. OK. Patrick, parle-moi un peu des activités que les jeunes font dans des maisons de jeunes, dont celle de Rigaud. Oui, bien en fait, nous, on a un bon éventail d'activités, c'est-à-dire sportives, culturelles, on fait même de la cuisine. Okay. On fait un peu d'autofinancement aussi. Est-ce qu'ils font des sorties? Il y a des sorties aussi. Justement, la Grande Virée s'en vient. Donc, il va y avoir beaucoup de sorties qu'on va faire. On fait du plein air. C'est quoi la Grande Virée? La Grande Virée, en fait, c'est un peu notre camp d'été, si on peut dire, entre guillemets. En fait, la Maison des jeunes va être ouverte à temps plein de l'après-midi au soir, okay, du 28 juin au 19 août inclusivement. Donc, il y a une programmation qui s'en vient. Ça marche sur inscription. Et via notre Facebook, okay, les gens vont pouvoir voir tout ce qui s'en vient. Okay. Ça va être bien intéressant. Ouais. Les maisons de jeunes, c'est financé par quel ministère, ça, Annie? C'est le ministère Santé et Services sociaux. Donc, on est financé par les centres intégrés Santé et Services sociaux, les 6, et c'est via l'enveloppe budgétaire du PESOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Principalement, c'est l'enveloppe budgétaire que les maisons de jeunes reçoivent. Mais il y a d'autres aussi sources de financement. Les maisons de jeunes peuvent être financées par des fondations, comme Centraide ou des fondations privées.
Il y a aussi des projets, on appelle la subvention par projet, donc par des programmes gouvernementaux. Il y a aussi, majoritairement, les municipalités vont financer certaines maisons de jeunes. Puis il y a aussi les dons. On reçoit aussi des dons particuliers pour nous aider à réaliser nos activités. Parce que souvent, les municipalités, ça a été initié par des municipalités de vouloir créer une maison de jeunes. Ça brise l'isolement des jeunes, mais ça les regroupe, puis ça peut peut-être diminuer des fois de l'errance dans les parcs. Oui, certainement. Bien, en fait, au départ, les maisons de jeunes sont issues des communautés. Fait que normalement, ce sont les gens dans une communauté qui vont se regrouper pour dire on a un besoin pour les adolescents. Et souvent, les municipalités vont venir appuyer le projet. Par le prêt de locaux, d'argent, de soutien financier, exactement, ça aussi. Exactement. En fait, ce qu'on dit, c'est un peu le prolongement du coin de la rue. Donc, le jeune qui est chez lui, qui tourne un peu en rond, bien, vient à la maison des jeunes, il y a quelque chose pour toi. La majorité des activités partent des besoins des jeunes. Donc, nous, on n'impose jamais aux jeunes. C'est toujours une idée qu'on met en place, qu'on développe. OK. J'ai vu il y a un site là, de Maison des jeunes là, provincial. J'ai vu qu'il y avait des impacts chez les jeunes. Quels sont en général briser l'isolement? Ensuite de ça, il y en a d'autres, là? Briser l'isolement, en fait, on parle des saines habitudes de vie, donc apprendre via ça. La confiance en soi, l'estime de soi, on travaille beaucoup là-dessus. On fait beaucoup d'ateliers aussi par rapport à ça. Hypersexualisation, ça aussi, on en parle. Les tensions familiales. Oui, ça, on est beaucoup interpellés, justement, quand il y a des crises familiales. Là, les maisons de jeunes, évidemment, comme c'est un milieu de vie où le jeune vient, en fait, c'est un moment de répit aussi, une maison de jeunes, parce que pour se soustraire ce qu'il vit à l'école ou à la maison, donc il vient trouver refuge un peu à la maison des jeunes. Et son identité aussi. Oui, sa propre identité est mise en valeur là, à la maison des jeunes. Oui, tout à fait. Un jeune là, qui aurait une problématique quelconque, que ce soit une dépression, un manque d'estime de lui, est-ce qu'il peut frapper à la maison des jeunes? Puis est-ce qu'on peut lui donner une ressource? Vous n'êtes pas des psychologues, vous autres là, vous êtes des travailleurs. En fait, on est des animateurs sociaux, maison de jeunes. Bon, OK. Un jeune pourrait frapper à la maison, dire, puis là, vous décelez qu'il aurait peut-être besoin d'aide? En fait, notre rôle, c'est de référer le jeune aux bonnes ressources. Nous, comme tu disais, nous, on n'est pas psychologue, on n'est pas... mais on peut référer aux bonnes portes. Puis, on travaille beaucoup en partenariat avec les travailleurs de rue qui sont assez actifs. Fait que s'il y a une problématique immédiate, on peut appeler, puis on travaille avec eux. Un parent pourrait appeler aussi. Un parent pourrait appeler aussi, certainement. Tu sais, un parent qui a une problématique avec son jeune, sans vouloir l'envoyer là, mais il pourrait un peu... Vous êtes un peu comme un carrefour aussi, carrefour pour pouvoir aider, référer. Oui, parce qu'on est en fait en relation ou en réseau avec plusieurs organisations, même les CLSC. Oui. On peut facilement, à ce moment-là, référer un jeune à Clinique Jeunesse, un travailleur social, l'organisateur communautaire aussi nous accompagne là-dedans, dans cette démarche-là. Il y a plusieurs organismes aussi, on travaille beaucoup avec les organismes de justice alternative, on a déjà travaillé avec le Virage, au niveau de la tous les organismes là, qui sont sur le territoire, sur les territoires du Québec, Vaudreuil-Soulanges. Il y en a combien de maisons de jeunes dans Vaudreuil-Soulanges? 4 maisons de jeunes. Nomme-les. Dans quelle municipalité? Vaudreuil-Dorion, Les Cèdres, puis Ville-Perrot. Ville-Perrot et Rigaud. Il y en a 4. 4, oui. De quel âge à quel âge les jeunes peuvent fréquenter les maisons de jeunes? Bien, selon le regroupement, c'est 12 à 17 ans. Mais les maisons de jeunes ont une latitude... en fait, nous, à Rigaud, c'est 11-18. Donc, on intègre les jeunes à partir de l'âge de 11 ans, la 6e année, pour qu'ils puissent, à l'âge de 12 ans, fréquenter la maison des jeunes de façon plus régulière. Fait qu'on a des projets spéciaux. Un jeune, là, mon jeune qui a 12 ans, qui entend parler de la maison des jeunes, comment il s'en va frapper? Ils sont timides, hein? Ils sont souvent timides quand ils sont tout seuls, mais souvent, ils doivent y aller en groupe. En groupe ou via le Facebook. Souvent, ils peuvent envoyer un message. Est-ce qu'il faut qu'il soit membre? Non, pas nécessairement. Après, il va devenir membre. OK, il devient membre. C'est ça. Il devient proactif au niveau des activités. Il y a des comités, j'imagine? Oui, exactement. On fonctionne par comité. C'est les jeunes, j'imagine, qui les développent avec vous autres? Oui, il y a même un comité d'embauche parce que nous, chez nous, ce sont les jeunes avec les animateurs qui embauchent. Donc moi, je fais un premier tri de CV, je rencontre la personne. Et puis, l'autre étape revient aux jeunes et aux animateurs de choisir les animateurs. Très démocratique. Très démocratique, exactement. En parlant de démocratie, en fait, dans le conseil d'administration, il y a 2 postes réservés aux jeunes et on est le seul organisme, les seuls organismes communautaires qui ont le droit de faire ça parce qu'il faut être majeur pour être sur un conseil d'administration. Selon le code civil, en effet. Exact.
Sauf si la mission, quand tu es mineur, si la mission te concerne, à ce moment-là, tu peux siéger sur un conseil d'administration. Fait que nous, on a laissé une place très démocratique aux jeunes dans ce processus-là. Qu'est-ce que ça prend pour un travailleur d'appliquer? Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour aller travailler dans des maisons de jeunes? Les principales qualités? Oh mon Dieu, la première, je pense, c'est polyvalent. Il faut être polyvalent. Oui. Oui. Il faut être bon à peu près dans tout, au moins avoir une base. Puis le dynamisme est très important. Beaucoup, beaucoup. Mettre de la vie là, dans le quotidien. Il faut adorer la jeunesse également, là. Oui. Ça, c'est certain. Il faut avoir une là. facilité avec les adolescents, parce que c'est pas, ça va pas de soi, là. Entretenir une relation avec un adolescent qui peut vivre une situation difficile, mais c'est comme un enfant aussi, là. Mais oui, ça prend des personnes très polyvalentes, ça c'est sûr et certain, parce que les besoins et les intérêts des jeunes sont multiples. Puis c'est ça, il faut être aussi très renseigné de l'actualité, parce qu'on a eu beaucoup de questions dernièrement sur les réfugiés syriens. Oui. Donc, il a fallu déconstruire les préjugés. Avec les jeunes, vous allez chercher les ressources, les informations. Il y a une thématique là-dessus avec les jeunes qu'on a montée. Ah, c'est génial. Défaire les préjugés, exactement. Ah oui, c'est super. Dans le fond, vous palliez au manque, parce que de 0 à 12 ans, les municipalités sont très actives au niveau des activités de loisirs. Ministère de l'Éducation. Puis 18 ans et plus, bien, il y a tout. Il y a des organismes, il y a des organismes d'adultes, puis de personnes âgées, puis il y en a plein. Mais ce manque-là, c'est les maisons des jeunes qui vont combler le vide de 12 à 18 ans. Exactement. Annie, on sait que tu es très impliquée, toi, dans la communauté ici, dans Vaudreuil-Soulanges. Tu portes d'autres chapeaux, hein? Oui. Bon, tu es directrice générale de la Maison des jeunes de Rigaud, mais quel autre chapeau tu portes? Plusieurs. Je suis aussi représentante, en fait, déléguée du regroupement des maisons de jeunes de Montérégie à la TROC-M, la table régionale des organismes communautaires de Montérégie. OK. Je travaille aussi sur des comités pour le national. Présentement, on est en train de développer des relations à l'international. On va importer une campagne qui s'appelle Stop aux clichés. C'est une campagne de l'ANACEJ, c'est l'Association nationale des comités d'enfants et de jeunes. Donc, on va justement monter l'activité dans le cadre du colloque régional des maisons de jeunes qui a lieu fin avril, début mai. Et si tout se déroule bien, le concept devrait s'étendre de façon nationale au regroupement national des maisons de jeunes. Hors d'onde, on a parlé un petit peu d'activités culturelles. Quel genre d'activité culturelle il peut se faire dans les maisons des jeunes? Pas rouge de la peinture à numéro, quand même? Non, bien ça, on en fait aussi. On fait des bracelets, des choses comme ça. Il y a eu un projet de médiation culturelle avec Séguin-Poirier. Bernard Séguin-Poirier, l'artiste émailleur de l'Essert. Oui. Avec les jeunes de Rigaud. Avec les jeunes de Rigaud. Et des aînés. Oui, c'est ça. C'était jumelé avec les aînés. Moi, je n'étais pas là à l'époque. Les deux générations ont travaillé dans ce projet de médiation culturelle. Wow! C'est terminé? Les résultats sont là? Bien, en fait, c'est sporadique. Enfin, on a fait un au mois de mai, justement à La Chapelle. Et on a fait un aussi au mois d'octobre. À La Chapelle émaillée de Bernard Séguin. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'était les 3 maisons de jeunes. Il y avait les 7, Vaudreuil et nous. Avec Bernard, c'était vraiment extraordinaire. Si vous aviez vu, en fait, les jeunes... Là, il est passionné. C'est un artiste passionné. Il communique très bien avec les adolescents. C'était merveilleux comme activité. Ouais. Puis on a reproduit aussi cette activité-là au mois d'octobre dans le cadre de la Semaine des aînés. C'était vraiment intéressant parce qu'on a eu aussi, parce que c'est un projet de médiation culturelle, il y a aussi la CESUR, l'atelier qui était ici pour donner, je dis ici, à la Maison des jeunes plutôt, pour un atelier au niveau média. C'était vraiment, vraiment intéressant. Fait qu'on on avait Bernard Séguin et l'atelier ici. Admettons qu'il y aurait un organisme ou un retraité avec une expertise particulière qui aimerait offrir un atelier à titre bénévole, il pourrait frapper à la Maison des jeunes de Rigaud, dire écoutez, moi, je suis retraité de l'enseignement, puis j'aurais le goût de donner du temps. Ce serait possible. Il pourrait même donner du temps au niveau ça se fait, ça s'est déjà fait à l'époque. Ça se fait. Quand j'étais dans une autre Maison des jeunes, il y avait un atelier de sculpture sur bois avec les jeunes. Monsieur avait décidé d'enseigner aux jeunes, puis c'était très bien. C'est bon. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Facebook, surtout notre Facebook, très actif. Maison des jeunes de Rigaud. C'est l'Alternative de Rigaud. Alternative de Rigaud. Puis sur Twitter aussi, c'est MDJVS sur Twitter. On a un compte pour les 4 maisons de jeunes de Vaudreuil-Soulanges. OK. Sur Twitter, c'est pour les 4 maisons de jeunes. Exactement. Très actives. Oui. En terminant, Patrick et Annie, qu'est-ce qu'on devrait souhaiter aux maisons des jeunes au Québec pour les 10 prochaines années? On le sait que le financement est limite, hein? Oh, très limite. Très limite. Oui. En fait,
Les recommandations pour, en fait, un milieu de vie comme nous, ça devrait être des revenus annuels de 300 000. Là. Donc, les maisons de jeunes, la plupart sont loin de ça. Ils ont à peu près 50 de revenus de... Chaque maison de jeunes devrait avoir un minimum de 300 000 Pour fonctionner optimalement. Oui, on est loin du compte, évidemment. Les maisons de jeunes, plus de la moitié des maisons de jeunes, c'est moins de 50 du budget optimal. Parce qu'il y a des maisons de jeunes qui ont des loyers à payer, il y a des maisons de jeunes... Bon, les employés, il faut les payer, les animateurs, les ressources, l'électricité, tout ça, tous les frais inhérents. Oui, assurance, les assurances. Oui, c'est dispendieux quand même. En fait, on a besoin aussi d'au moins 2 à 3 personnes à temps plein, parce que c'est bien beau animer les activités, il faut les préparer. Il faut faire les recherches, c'est quand même assez long. Donc, idéalement, ça prendrait au moins ça au niveau du personnel, plus les autres besoins là, qui s'ajoutent. Alors ça, c'est le financement. Oui, une hausse substantielle du financement, ça serait, ça serait ce qu'on pourrait souhaiter de plus. La reconnaissance aussi. La reconnaissance auprès de... La reconnaissance de la mission des maisons de jeunes, qui n'est pas encore assez connue, surtout au niveau des, je dirais, des élus, peu importe le palier. Des citoyens, des élus, des conseils municipaux. Oui. Mais au niveau de la population, on le voit chez les parents, ça va de soi. Parce que c'est reconnu parce que quand les jeunes fréquentent la maison des jeunes, les parents, on a des témoignages extraordinaires. Là. Parce qu'il faut comprendre que, je pense qu'on l'a dit tantôt, mais les maisons de jeunes, c'est à peu près la seule ressource qui existe, principalement pour les 13 à 15 ans. Donc, c'est sûr que ça soit reconnu, ça nous ouvrirait des portes, autant au niveau de l'autofinancement que aussi d'autres partenariats, développer d'autres partenariats. Ben oui. OK, alors on dit la reconnaissance en général et l'augmentation du financement, pour le maintien, parce que ça doit être extrêmement fragile, là. Il doit y avoir du bénévolat qui se fait là, c'est certain. Oui, il y a du bénévolat. C'est sûr que pour une question entretien ou quand c'est le temps de s'occuper du jardin collectif, parce qu'on a un jardin collectif aussi, il y a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte. C'est ça. C'est évident. C'est sûr que ça prend des ressources bénévoles importantes. Là. En fait, on dit toujours à la blague, on n'a pas des salaires, on a des allocations. Des récompenses. Des récompenses. Bon, Patrick, ta récompense de cette semaine. Écoutez, longue vie aux Maisons des Jeunes. Hein. Merci d'avoir venu nous en parler. Et puis, ça vient prouver aussi qu'elles sont nécessaires dans nos communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo. D'ici là, portez-vous bien.